Chapitre 27. Après une inconfortable nuit de sommeil sur une branche, Lupin se réveilla du mauvais côté, ouvrant les yeux vers le sol, 11 coudées plus bas. Il ne put que se réjouir d'avoir pris la précaution de s'attacher à l'arbre avec le fil de sa canne à pêche. Courbaturé, il descendit tant bien que mal le long du tronc avec tout son paquetage. Le combat de la veille avait davantage sollicité les ressources de son corps qu'il ne l'aurait pensé. Il faut dire qu'il sortait depuis peu de temps d'une convalescence qu'il avait laissé affaibli. Mais il se remet très vite. Il sentait qu'une bonne marche réveillerait ses muscles endoloris. En cherchant à travers les feuilles où le soleil se situait, afin de déterminer l'heure de la journée, Lupin se souvint de l'oiseau de feu qui avait calciné plusieurs branches hautes la nuit précédente. Sans but précis, il décida de suivre la piste des cimes carbonisées pour se rendre à l'endroit où l'oiseau enflammé avait chu. Il avait entendu une voix demander de l'aide et se mit à espérer, pensif. Peut-être, depuis sa vue imprenable depuis le ciel, le propriétaire de cette voie a-t-il vu Sélène ? Ça ne lui coûterait rien de demander. Il n'avait pas vraiment de destination définie, et il avait estimé le trajet à une paire d'heures à peine. La piste s'enfonçait dans une zone plus dense de la forêt, où les sentiers étaient ténus. Cela lui prit presque la journée entière, au cours de laquelle, fort heureusement, il ne croisa pas le moindre danger. La végétation changea à mesure qu'il progressait. Les arbres se firent un peu moins nombreux. La mousse, les lichens et les champignons les dévoraient. Ce coin de la forêt n'était pas entretenu. Des troncs morts, pourrissants, jonchaient l'humus. Il y avait de plus en plus d'arbustes qui s'étaient fait leur place, et des ronces couraient en tous sens. Le sol devenait plus boueux par endroits, et l'air était chargé d'humidité. La progression de Lupin devint plus laborieuse. L'oiseau, dans sa chute, avait parcouru le triple de distance que Lupin avait estimé la veille et avait atterri, selon toute vraisemblance, dans le lac dont il distinguait maintenant la surface miroitante entre les arbres. Lupin avança prudemment et observa le plus discrètement possible. Tout était paisible. Seules restaient dans la forêt les cicatrices de la chute de l'oiseau de feu la veille. À part cela, il n'y avait rien. Le lac était grand et son eau trouble était traversée de vaguelettes ondulantes. Au milieu du lac, qui s'étirait, tout en longueur, un îlot était dressé, recouvert de végétation. Lupin réfléchit. Si l'oiseau de feu avait atterri ici, il était sans doute déjà reparti ou avait sombré au fond de l'eau. Après quelques longues minutes à attendre d'éventuels dangers, Lupin estima qu'il pouvait s'octroyer un bain pour se débarrasser de la malodorante sueur de peur de la veille. Il se déshabilla complètement. Il ne garda que le médaillon emprunté par le passé à Sélène et qu'il portait tout le temps contre son cœur. À l'aide d'un bâton ramassé par terre, il sonda prudemment la berge avant d'y descendre. L'eau était peu profonde. De toute façon, Lupin savait nager. Comme tous les enfants de la réserve qui ne s'étaient pas noyés, il avait appris dans le bassin de rétention de l'Ardre. Le bain le rasséréna et le débarrassa de son odeur de sueur. Il se sentit immédiatement mieux. Alors qu'il savourait cet instant de détente sans s'éloigner du bord, il entendit une voix lointaine dire « Connard !» Il sursauta et chercha l'origine des voix. Il alla vers le bord et attrapa un grand branchage encore recouvert de feuilles partiellement calcinées qui avaient dû être arrachées pendant la nuit. Lentement, il s'y cacha. Ainsi camouflé, il nagea vers l'îlot où il observa depuis l'eau une créature au poil marron qui était allongée et qui semblait parler seule. Il y avait pourtant une autre voix qui lui répondait. Elle sortait d'un seau, le même qu'il avait vu la veille et qui avait appelé au secours. Lupin hésita face à un possible danger, mais il devait demander au détenteur de ces voix-là s'il n'avait pas aperçu une fillette rousse. Il évalua la situation. La bête ainsi ligotée n'avait pas l'air dangereuse, même si, de son point de vue au ras de l'eau, il lui était difficile de distinguer grand-chose. Le soir était en train de tomber rapidement dans cette dense forêt. On y verrait bientôt goutte. Il prit la décision de se rapprocher davantage. Tout doucement, il rejoignit le bord de l'îlot. Plus prudemment encore, il rampa hors de l'eau afin qu'aucune goutte ne ruisselle bruyamment et ne trahisse sa présence. Il regrettait simplement de devoir se traîner nu sur la berge. De petites griffures commençaient à le piquer. Pouce par pouce, il se retrouva bientôt en surplomb de la créature. Réaliser cette prouesse de discrétion sans se faire repérer lui prit plus d'1 heure, mais il y parvint. Le vieux pêcheur aurait sans doute été très fier de lui. Il écouta alors les voix. Il vit une bête ressemblant à un bouc ligoté. Elle était en train de tenter de limer les lianes qui l'enserraient à l'aide de la partie haute de la mâchoire d'une tête de mort posée à côté d'un seau.
Par intermittence, il lui semblait entendre de brefs « Connard ». Lupin réfléchit. Après tout, si la bête était attachée, c'est qu'elle ne pouvait pas lui faire grand mal. Il n'y avait donc aucun risque à lui parler. Et si elle était en train d'essayer de se détacher, c'était que tout danger était éloigné. « Psst !» dit Lupin le plus discrètement. Il se trouvait à 10 pas de la créature. J'ai l'impression d'ouïr une voix près de nous. Ben, ça dépend. Que dit-elle ? Si cette voix te traite de connard, il y a de grandes chances qu'elle soit mienne, connard-san. Par ici, chuchota Lupin. La créature tourna la tête en tous sens et croisa le regard de Lupin, dont le visage était couvert de boue. Gunshi, si je te dis qu'un clodo est en sus avec nous sur l'îlot, apparemment tout nu, possédant pour habit uniquement glaise et boue, ceci te paraît-il bon ou mauvais pour nous ? c'est vous qui êtes tombé cette nuit ? Demanda Lupin. Pourvu que ça n'ait pas engendré des tracas, souhaiteriez-vous vous plaindre d'éventuels dégâts ? Car je dois avouer que c'est bien moi, hélas, qui suis le responsable de toute cette casse. Ainsi, les mains liées, je ne peux rembourser, mais détachez-moi vite, je vous dédommagerai. Lupin hésita devant l'insistance de la créature. Je recherche une amie. Peut-être l'avez-vous vue en vol dans les nuages ? Je ne voyais pas grand-chose, d'où mon atterrissage. Essayez de vous rappeler, s'il vous plaît. C'est important. C'est une jeune humaine et ses cheveux sont roux. Malheureusement, jeune homme, elle pourrait être partout. La créature, bien que s'exprimant de manière bien étrange, parut à Lupin ne sincèrement pas savoir quoi que ce soit sur l'endroit où pouvait se trouver Sélène. Ah, zut. Je vous laisse. Bonne continuation, alors. Insiste pour qu'il nous aide, Anorin-san. Ne partez pas, pitié, car nos jours sont comptés. Aidez-nous, s'il vous plaît, avant la nuit tombée. Lupin observa alentour sur ses gardes. Qui d'autre parle ? J'entends une voix, mais je ne vois personne. C'est un peu compliqué, nul besoin de s'inquiéter. Nos intentions sont bonnes, je vais nous présenter. Je m'appelle Anorin, et mon ami Gunshi a eu, pour simplifier, quelques petits soucis, qui nuisent à sa santé et à son bon moral, sans toutefois lui porter la moindre blessure fatale. Lupin regarda le seau et vit une tête de mort à côté. Il haussa un sourcil. Vous vous moquez de moi ou vous êtes fou ? C'est un crâne de squelette. Bonjour, honorable inconnu. Auriez-vous l'exquise délicatesse de délier les attaches de mon compagnon, s'il vous plaît ? Nous vous serions éternellement reconnaissants de ce geste désintéressé et qui nous sauverait la vie. J'hésite un peu. Il y a des créatures très dangereuses dans cette forêt. Vous en êtes peut-être. Justement, hâtez-vous avant qu'il soit trop tard. À l'heure du crépuscule se lève notre pire cauchemar. Des êtres habitent ce lac et vont nous dévorer. Savez-vous, jeune humain, ce qu'est une pirafée ? Non ? C'est dangereux ? Anorin regarda alentour et aperçut des lueurs. Le voile de la nuit tombe et s'abat sur nos vies. Nagez à grandes brassées, foin de forfanterie. Ne vous retournez pas, même si nous crions. Si elles vous trouvent ici, aussi elles vous tueront. Lupin hésita, cherchant une éventuelle menace, mais il ne vit que des lucioles virevolter au-dessus de l'eau. Il se déplaça alors furtivement vers eux. Il attrapa une pierre à l'arête coupante et commença à entailler les lianes. Anorin soupira de soulagement. Jeune humain inconscient, ne m'écoutez-vous pas ? Il n'est plus temps maintenant, le danger est bien là. Fuyez vite à toutes jambes et sauvez votre vie. Les nôtres furent longues et belles, pour tout dire, trop remplies. C'est bon. Je vais pas vous abandonner sans vous laisser une chance. Vous êtes quoi au juste comme espèce ? De faune ou de satire, on nomme cette créature, qui en réalité n'est pas ma vraie nature. Le terme est galvaudé, mais je suis un revenant. J'apparais sans arrêt sous aspects différents. C'est souvent décevant, mais je suis parfois fier, tel l'immense phénix pas plus tard qu'hier. Lupin s'activait toujours sur les liens. Il essayait de les faire glisser maintenant. Pourquoi ne changez-vous pas d'apparence si vous en avez le pouvoir ? Ça ne se contrôle pas, un peu comme respirer. C'est tout juste si je puis le processus hâter. En plus, cette forme me plaît tout particulièrement. Et elle est de surcroît survenue récemment. Et votre copain squelette ? Je m'appelle Gunshi. Je ne suis plus que les restes d'un mort-vivant. J'étais un humain autrefois, comme vous, mais en Asia. Vous ne pouvez pas mourir ? Quelle chance ! Pas de mon point de vue. Et si je peux mourir, ça serait préférable même. Et dire qu'il y a un mois, je possédais encore tout mon corps et je... Les voilà, elles arrivent. Des lueurs nombreuses apparurent en plusieurs endroits du lac et se mirent à converger vers l'îlot. Lupin redoubla d'acharnement sur les liens qui finirent par se rompre, mais trop tard. Des dizaines de pirafées les cernaient. L'une d'entre elles s'approcha devant le nez de Lupin. « Viande d'homme vole mes fruits et os à moelle !»« Non, À mort !» Tandis que les autres reprenaient ces mots en chœur,
Elle goûta le nez de Lupin, lui arrachant un bout de peau. Les pirafets commencèrent à mordre sous les glapissements de douleur de Lupin et à Norine qui se débattait follement. D'autres fées apparurent sans cesse plus nombreuses et s'approchèrent de l'îlot en virevoltant. La nuit était tombée. En essaim, elles se ruèrent sur Lupin sous le regard impuissant des deux autres créatures. Elles s'acharnèrent tellement qu'il ne put que crier au supplice. « Anorin-san, l'humain souffre, aide-le !» « Mais comment le pourrais-je? Elles sont en trop grand nombre !» Anorine, sous sa forme de satyre, en écrasa difficilement une, puis deux, mais elles étaient des dizaines et des centaines qui arrivaient pour le festin. La lune apparut alors sur l'horizon, pleine. Lupin se recroquevilla sur lui-même, avec une grande violence, et émit une plainte glaçante. Les pirafées prirent un peu de recul, car elles sentaient que quelque chose de magique était en train de se passer. Anorine saignait en plusieurs endroits. Il observa la scène. Le jeune homme qui les avait libérés irradiait une intense magie surnaturelle, comme si la lune s'était trouvée sur l'îlot. Lupin se cambra d'un coup, en un cri muet. Son corps commença alors à se transformer. Ses yeux s'exorbitèrent et il se mit à ouvrir la bouche par intermittence comme s'il suffoquait. Des poils sortirent d'un épiderme devenu écailleux. Ses globes oculaires glissèrent sur les côtés de son crâne qui s'allongea. Ses bras régressèrent à l'état de nageoire et ses jambes se fondirent en une queue. Les pirafées furent prises de panique. Anorine entendit des bribes de leurs cris. « Ah! Poison! Maudit! Dangereux !» Dans le doute, il plongea à terre en tenant le crâne de son ami. Le garçon était devenu un poisson de taille humaine, poilu, aux yeux blancs et rouges, empli d'une folie destructrice. Un silence s'installa. Comme rien ne se passait, Anorine releva les yeux et vit le jeune homme, mu en truite-garou, couché sur le flanc, en train de suffoquer. Cela dura quelques instants. Et alors, un cataclysme d'une seconde se déroula. La truite-garou se mit à frétiller, en tous sens, ravageant l'îlot, déracinant les arbres, explosant un gigantesque rocher. Puis, par hasard, la créature rejoignit l'eau. Miraculeusement, Anorine fut épargnée et fut témoin de la suite du carnage. Les eaux du lac étaient si follement agitées par les déplacements ultra rapides de la truite-garou que des vagues se créèrent avec des creux et des sillons parfois grands comme des hommes. Les pirafées moururent par centaines en quelques minutes à peine. Chaque fois que la truite-garou jaillissait, elle dévorait avec une précision chirurgicale, frappait de toutes ses nageoires en tous sens, faisant des rebonds entre les fées qui explosaient dans une multitude de gerbes de sang quand elle n'était pas tout simplement gobée. Certaines tentèrent alors de fuir la surface du lac, mais c'était sans compter sur la fureur de leur assaillant qui les suivit au mépris de ce milieu en apparence peu propice. Anorine, depuis sa position sur l'îlot, observa sidéré des pans entiers de forêt être ravagés dans des bruits assourdissants. Il pensa que la truite-garou, hors de l'eau, ne survivrait pas longtemps, qu'elle finirait par suffoquer, mais il n'en fut rien. Les destructions se poursuivirent. Ainsi, ses mouvements, pour le peu qu'il parvint à les distinguer, devinrent simplement chaotiques, moins précis, mais toujours capable de décimer en un clin d'œil la moindre pirafée à sa portée. Le poisson-garou continua ainsi à frétiller sur le sol de la forêt une bonne partie de la nuit, annihilant plusieurs hectares boisés dans une rage d'une violence inimaginable. À mesure que l'aube se levait, les bruits sourds des arbres lointains qui tombaient s'atténuèrent, et aux premières lueurs, il n'y eut plus rien. Anorine et Gunshi, choqués par la nuit qu'ils venaient de passer, étaient les survivants d'une forêt ravagée, aux arbres broyés, creusés d'impact, comme si une pluie de météorites s'était abattue sur les lieux. Ils se remirent rapidement du choc post-traumatique. Ils avaient participé à suffisamment de campagnes pour avoir déjà fait l'expérience d'excès de destruction, notamment quand la magie s'en mêlait. Par ailleurs, leur groupe était constitué de plusieurs créatures à la dangerosité impressionnante. Tous deux y étaient accoutumés. Ainsi, sans même se consulter, ils se rendirent tant bien que mal vers l'endroit où se situait l'épicentre du désastre. Ils devaient la vie au jeune homme, qui avait détaché Anorine au mépris de sa propre vie, avant d'anéantir les fées, qui comptaient faire d'eux leur repas. En chemin, ils trouvèrent ses vêtements éparpillés sur la berge, ainsi qu'une canne à pêche, dont Anorine admira les matériaux et la facture. Ils les prirent avec eux. Ils parvinrent, après une marche de plusieurs lieues, jusqu'à un profond cratère creusé par une multitude d'impacts, plus petits, et dont le sol était jonché d'arbres réduits à l'état d'écharde. Là, ils découvrirent le corps du jeune homme, couché sur le flanc, plongé dans un sommeil aussi réparateur que paisible, et ne présentant pas
la moindre égratignure. Nu, il n'avait plus autour de son cou qu'un collier se terminant par un dé bizarre en guise de médaillon. Bon, je vais recommencer, hein. Je vais demander une double claque si ça continue. Cette forme me plaît. En plus, cette forme me plaît tout particulièrement. Excuse-moi. Quoi? C'est bon. Cette forme me plaît tout particulièrement. En plus, cette forme me plaît. Est-ce que t'as envie de me jeter le bouquin là? Ça ne se contrôle de surcroît, survenu récemment. T'as oublié le... Et... Ça me met la pute. Ça ne se contrôle... Attends, faut que j'arrête de rire, je suis désolé.